Bonjour à tous et à toutes. Nous allons enfin pouvoir commencer cette table ronde autour de l'audio érotique. Donc nous sommes toutes présentes là avec vous pendant à peu près 1 heure pour échanger à ce sujet et voir un peu qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, qu'est-ce qui se cache derrière la terminologie audio érotique aussi. Donc pour commencer, on va faire un petit tour de table, on va se présenter à vous. Comme j'ai le micro, je vais commencer. Je m'appelle Tatiana, mais je suis plutôt connue ici sous le pseudonyme Lady Chagas, qui est mon pseudo de blogueuse, car j'ai un blog dédié à la sexualité qui a pour objectif de décomplexer les hommes et les femmes à ce sujet-là avec humour et d'une manière assez ludique. Je vais passer le micro à Betty. Bonjour à tous, je suis Betty du Verrou. Leverrou.fr, c'est un site de podcast, de textes littéraires érotiques qui a ouvert l'an dernier et voilà, qui se propose de faire entendre par diverses voix des extraits plutôt courts, c'est plutôt dans les 3 minutes, de textes littéraires. Ça peut aussi bien être des textes de la littérature classique, érotique mais littéraire, ça peut être La fessée chez Rousseau, comme évidemment des textes classés sous le genre érotique. Et l'idée, c'est faire travailler l'imaginaire par la voix. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Estourné, je suis la tête, parce qu'il y a le corps qui est dans la salle, la tête de Contrôle X. On fait des podcasts érotiques et explicites. Et on travaille sur des textes classiques également, et également des textes contemporains. Et notre point majeur, c'est de mettre en son. On a un gros travail de mise en son sur les textes. On fait des textes qui sont entre 5 minutes et 25 minutes à peu près. Et on fait des prestations live également, des prestations qu'on fait si possible dans le noir, dans des salles noires, pour un côté un petit peu expérimental. Bonjour, donc je m'appelle Anne Hautecoeur et je suis directrice des éditions La Musardine. Donc, qui est une maison d'édition qui existe depuis un peu plus de 20 ans maintenant, consacrée donc à l'érotisme sous toutes ses formes, littérature, guide pratique, bande dessinée. Et on a également une librairie spécialisée dans le domaine qui se trouve à Père-Lachaise, à Paris, voilà, depuis 20 ans également. Et donc, on est éditeur de livres, tout simplement. Et donc, certains de nos textes ont été très récemment convertis en livre audio, donc par Audible, qui nous accueille aujourd'hui. Et en ce qui nous concerne, en tout cas, c'est la première fois qu'on cède des droits audio. Pour moi, c'est la première fois qu'il y a eu une vraie action vers la littérature érotique pour la mettre en audio. La première interrogation en fait que j'ai moi à ce sujet, parce que je m'y connais pas énormément en littérature érotique audio, dans le cadre notamment du blog, je lis des livres érotiques, j'en fais des reviews, et une des premières questions qui me vient souvent, c'est de me demander mais comment est-ce qu'on arrive à générer finalement de l'excitation à travers l'écrit ? Quels sont les mécanismes, par quelle technique est-ce qu'on passe pour arriver à créer toute cette tension érotique, sachant que c'est souvent peu explicite finalement, et pourtant ça a de l'effet. Donc j'ai envie de me tourner vers toi, Anne. C'est quand même une question extrêmement compliquée parce que je pense qu'il y a autant de possibilités que de... Enfin voilà, ça dépend vraiment des personnes, du style des auteurs. L'une des voies, malgré ce que tu viens de dire, c'est quand même le vocabulaire explicite. Ça peut quand même être évidemment un facteur. Après, c'est une mise en situation, en fait. Nous, ce qu'on définit comme littérature érotique, un des critères pour qu'un livre soit édité à la Musardine, c'est quand même que le sexe, la sexualité, soit le sujet central du livre. Après, on peut tout imaginer. Tous les traitements possibles, soft, plus explicites, tristes, gays, voire humoristiques. Il y a vraiment 100 façons de l'aborder. Mais en effet, il y a tellement de formes possibles. Enfin voilà, on est tous titillés, intéressés par des choses différentes. C'est quand même très compliqué de définir un mécanisme précis, en fait. Et est-ce qu'on voit des différences parmi les auteurs que tu rencontres entre l'écriture d'un auteur homme et d'une écrivaine ? Alors c'est une question que je me suis longtemps posée et pendant très longtemps j'ai toujours dit non, il n'y a pas de différence. Enfin, je ne suis pas tellement dans cette démarche de sexuer les littératures, ni même la littérature érotique.
Néanmoins, on a lancé l'an dernier une collection qui s'appelle Point G, qui est consacrée à la littérature érotique féminine. Donc là, il y a vraiment un pitch de base qui est que les auteurs soient uniquement des femmes. Après, de la même façon, toutes les voix sont possibles, tous les thèmes sont exploitables. Et maintenant, je dois reconnaître que oui, je pense qu'il y a quelque part... Alors après, il y a aussi plein d'écritures érotiques féminines différentes, et ça ne veut absolument pas dire que c'est moins explicite, par exemple, qu'une écriture masculine. Néanmoins, il y a moi qui connais très bien le domaine, donc ça fait un certain temps que j'y travaille, je suis capable, à la lecture, vraiment de détecter si c'est un homme ou une femme qui a écrit. Et je ne peux plus me tromper. Après, je connais très bien le domaine, je ne suis pas sûre que ce soit le cas de tout le monde, mais malgré moi, je suis obligée de répondre oui à cette question. Et tu saurais nous dire pourquoi tu reconnais juste un exemple peut-être ? C'est très compliqué, c'est vraiment une approche. Mais bon, après, je veux surtout pas tomber dans des clichés que moi-même je déteste. Donc c'est vraiment compliqué, mais c'est une sensibilité qui est différente. Et je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de sensibilité dans l'écriture érotique masculine, c'est faux. Il y en a aussi. Et une femme peut aussi parler de manière très crue, très trash. Donc ça ne se joue pas sur des termes de vocabulaire, ni même de fantasmes. Parce que aussi, les femmes peuvent avoir des fantasmes très extrêmes. Je pense quand même que voilà, les façons de prendre du plaisir ne sont pas forcément les mêmes chez un homme et chez une femme, et que ça se ressent dans l'écriture. Très bien. Et Stéphanie, je me tourne vers toi. Quand tu travailles sur de l'audio érotique, comment est-ce qu'on construit finalement l'excitation ? Alors, moi, j'aurais tendance à dire que nous, on ne construit pas l'excitation. Déjà, on a beaucoup de chance, c'est que nous, on travaille sur des textes, et on travaille sur les textes dont tu parles, Anne. Et donc, la construction existe, le travail de récit est là, et donc, nous, on est déjà en appui sur ce savoir-faire-là. Et après, en fonction de nous, comment on reçoit ce texte, donc en plus, c'est un travail collectif, donc comment on reçoit ce texte, on va avoir une direction d'acteur, on va avoir un choix de voix, bien entendu, on va avoir une direction d'acteur, et on va avoir ensuite une mise en son. Faut savoir on travaille avec pas mal de metteurs en son, et que ces metteurs en son vont avoir des sensibilités différentes, et donc ça va, c'est ce travail collectif en appui sur une littérature existante qui va nous permettre de produire un son qui va aller vers une sensualité. Personnellement, même pas que personnellement, c'est-à-dire que dans le collectif, la notion d'excitation et de rapport physique à notre production artistique, je la connais pas, et vraiment j'en ai, comment dire, presque c'est pas de mon, ça me regarde pas, je dirais. D'accord, très bien. Et Betty, on reste sur le même thème avec toi. Une question que je me pose également, c'est en fait, quand on a un texte comme ça et qu'on va avoir des intervenants, des personnes qui vont le lire, comment est-ce qu'on... Elle parlait du choix de voix. Comment est-ce qu'on travaille ça ? Est-ce que tes intervenants, tu vas les choisir aussi en fonction de leur voix ? Tout à fait. Déjà, juste pour revenir peut-être sur le fait explicite, pas explicite, si je puis me permettre. Oui, tout à fait. Je sais pas si vous êtes... je crois que chez vous aussi, il y a un peu ça. L'idée, c'est de ne pas imposer des images, permettre d'autres voix. Non. Alors, ça a l'air moins explicite, mais ça peut l'être. Simplement, cette liberté de la personne, soit par l'audio, soit par le texte, forger elle-même ou lui-même ses propres images. Pour certaines personnes, ne pas passer par parce que quand tu parlais d'explicite, j'ai l'impression que c'est beaucoup, les images, au moins, elles sont carrées, on les voit et on est excité. Passer par le texte ou passer par l'audio, qui est quelque chose de différent et qui se travaille artisanalement et avec quelque chose de très, très fin, comme tu viens d'expliquer, ça permet d'autres explorations du désir, d'autres explorations du plaisir, et peut-être laisse des marges de liberté plus grandes aux différentes personnes, aux différentes subjectivités, aux différentes voix, que sur un même texte. Et D'accord. après, avec différentes voix, et c'est un des projets du Verrou d'avoir plusieurs voix pour un même texte, la sensualité sera différente dans un format audio. Et nous, de notre côté, au début, on s'est dit,
vraiment, pour lire un texte érotique, il va falloir des comédiens professionnels. Il faut que la qualité du son compte vraiment, et on le retrouve beaucoup chez Contrôle X aussi. Il y a vraiment tout de suite un travail d'atmosphère, un travail de chuintement, un travail de son, une qualité de l'enregistrement qui est très importante. Et pourtant, et donc on se dit un comédien indispensable. Et pourtant, parfois, on demande, et souvent on demande, c'est parfois des comédiens, et notamment pour les dialogues ou des choses comme ça, c'est très casse-gueule pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire. Mais dans les enregistrements du Verrou, on demande à des gens d'arriver avec des textes qui les excitent eux, qui les émeuvent eux, pour lesquels, et ils vont les lire à leur manière, avec leur émotion. Et ça, c'est parfois plus précieux que le travail très pro d'un comédien. Et même quand il y a un comédien, en général, on va suggérer plusieurs textes, de manière à ce soit un texte qui lui fait travailler son imaginaire et qui soit agréable comme ça. Et il y a une identification, il y a une appropriation, je crois, qui reste ouverte, mais qui est importante. Au-delà des podcasts, des enregistrements audio de littérature érotique, j'ai assisté à énormément de lectures, moi, de textes érotiques, dans des rencontres avec des auteurs ou autres. Et il y a un truc qui est flagrant, vraiment, ça rejoint ce que tu dis, c'est si la personne, en effet, est émue, ressent le texte. Et je pense qu'on peut s'adresser à un très bon comédien, mais si lui-même n'est pas à l'aise, évidemment, bon, ça c'est évident, mais ça se ressent immédiatement. Et en fait, des gens, je pense, même certains auteurs qui lisent leurs propres textes, ça peut être aussi fort, métavique, qu'en effet des comédiens professionnels, au vu de ce registre-là très particulier. Vous avez créé toutes les deux des entreprises, des projets sur la lecture érotique des formats audio. Et ça me fait penser à moi, dans ma veille quotidienne, mes recherches. Je vois que le podcast, quand même, a un succès grandissant en ce moment. Toutes les émissions radio, ou presque, je ne les connais pas toutes, mais j'ai l'impression des podcasts de leurs émissions disponibles sur Internet. Dernièrement, on a une chaîne télé qui a sorti une série sans images, avec juste de l'audio sur une saison. Et moi, je vois, par exemple, j'ai une petite sœur qui a 16 ans, et elle n'envoie plus aucun message écrit à ses amis, et il n'y a plus de chat. Voilà. Je lui envoie un message, elle me répond avec un message audio. Moi, j'ai encore un peu de mal à comprendre ça. Les millennials deviennent vieux, mais en tout cas, je me rends compte que visiblement, la voix prend beaucoup d'importance hors érotisme aussi. Du coup, et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la news, mais Facebook va lancer aussi des podcasts sur la plateforme. Du coup, ma question, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il y a ce succès grandissant du podcast, à votre avis ? Et notamment, si on parle sur l'érotisme, qu'est-ce qu'à votre avis, ça apporte de plus, en fait, aux gens dans le ressenti qu'on a de la parole de l'autre, de l'émotion qu'on va ressentir sur un texte, le fait d'avoir la voix ? Qu'est-ce que ça nous change ? Si vous avez une idée, vous avez 4 heures, allez-y. Sans avoir beaucoup d'heures... J'ai l'impression qu'il y a l'information, et c'est aussi une information, même si elle apporte de l'émotion, l'érotisme, elle est utilisée et elle est consommée dans différentes situations. Or, dans nos vies, j'ai l'impression qu'on passe beaucoup de temps dans les transports, qu'on passe beaucoup de temps... L'audio, c'est quelque chose qui permet à la fois une certaine concentration, une certaine émotion, mais qui est facilement transportable. Peut-être parfois plus que la vidéo, peut-être parfois plus intime que la vidéo, et pouvoir réécouter son émission préférée quand on a envie, pouvoir envoyer à son amoureux un texte qui nous a ému. C'est quand même plus discret au bureau qu'une vidéo. Vous me ferez en mode école buissonnière. C'est sûr. Et je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre, de ce que tu disais, de la sensibilité, mais il y a un moyen terme entre se poser devant une émission de télé ou lire un texte rapidement et avoir ce côté personnel, voix susurrée à l'oreille. On a l'impression que c'est que pour soi, il y a de l'émotion, et en même temps, ça peut rester très discret, quoi. L'idée de se balader dans le métro avec un petit... Moi, j'ai jamais eu de problème de balader avec les livres de la Musardine que j'adore et qu'on se passe avec Lou, ma seconde du Verrou, depuis qu'on a 20 ans. Et qu'on s'est... Voilà. Et jamais eu de remarques. On a les livres pour faire les enregistrements, on les entasse dans les cafés. Mais j'imagine que pour certaines personnes, c'est un peu... Voilà, les couvertures elles sont suggestives. Hein. Mais elles sont suggestives, on sait ce qu'il y a dedans. C'est pas si... Un petit podcast érotique dans les oreilles, c'est très discret, c'est très subtil, et en même temps, ça peut être un petit message de désir, d'attention, quelque chose qu'on s'offre à soi aussi, peut-être beaucoup plus facile à consommer, entre guillemets, ou à déguster que vraiment un livre.
Oui, et puis je me dis aussi que finalement, il y a un rapport au corps aussi différent, dans le sens où quand on lit un livre, on est finalement loin de son livre érotique. Ça veut dire que l'imagination va travailler, mais c'est un support papier. Alors qu'avoir ses écouteurs à l'intérieur de ses oreilles avec la voix qui parle, peut-être qu'il y a une force du coup pénétrante plus importante, c'est-à-dire qu'on ressent aussi je sais pas, les chuchotements, les choses beaucoup plus à l'intérieur de soi. Et il me semble, Stéphanie, qu'avec Control X, vous faites aussi des lives érotiques. Oui, alors on fait des lives érotiques et on est exactement sur cette idée de l'audio en tant qu'intime. C'est-à-dire que l'idée de base, qu'on ne peut pas toujours appliquer parce que ça dépend des salles, mais l'idée c'est de mettre donc le public dans le noir. Vous imaginez, vous êtes dans le noir et un comédien, une comédienne ou plusieurs vont lire un texte érotique. Alors en plus on met les gens par terre sur des tapis, c'est confort, c'est très smooth. Et donc là on a un rapport qui est bien entendu très sensoriel et en même temps, moi par rapport à la question qui est évoquée, que tu évoques, je dirais que le rapport à l'audio, en ce qui me concerne, vient de l'idée d'histoire et de raconter des histoires, c'est-à-dire la notion d'oralité. Si vous avez des enfants, vous leur avez certainement raconté des histoires et peut-être même qu'ils vous ont demandé des histoires, peut-être même toujours la même histoire. Enfin, on a un rapport comme ça au récit, au fait de raconter, et qui est très important et qui est qui touche au corps. Qui touche à l'intime et qui touche à la transmission d'une personne vers une autre. Et ça, enfin, dans Control X, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Et d'ailleurs, à ce sujet, je rebondis. Il y a aussi un rapport, je pense, très fort, tu parlais d'histoire, à l'imagination. Et je me dis que, par exemple, si on prend des images érotiques, finalement, elles mâchent le travail aussi. Et donc, c'est là pour moi que le texte écrit et l'audio se mêlent et se rejoignent aussi, parce qu'ils demandent un plus gros effort d'imagination à la personne, mais du coup, quelque part, l'esprit peut aller même plus loin que le texte. Je ne sais pas si tu as des retours de lecteurs ou autres là-dessus. De lecteurs en particulier, non, mais ça me semble évident. C'est évident que le livre érotique existe encore, malgré évidemment l'hégémonie et l'omniprésence de l'imagerie érotique, et notamment de la vidéo. Hein, ça, faut pas le nier. Donc, qui n'existait pas avant. Donc voilà, mine de rien, ça a quand même empiété sur notre marché, et largement. Néanmoins, ça existe encore, et je pense que s'il y a encore un lectorat pour se tourner vers de l'érotique en littérature, c'est qu'on n'y trouve pas la même chose. Et évidemment que l'imagination est beaucoup plus sollicitée, que c'est moins direct, que voilà, on peut... Aussi, il y a aussi beaucoup plus de liberté dans la littérature érotique finalement que dans l'imagerie, parce que à l'image, avec des vraies personnes, malgré tout, on peut représenter beaucoup de choses, mais pas tout. Et la littérature permet tout. Donc c'est vraiment en effet un rapport complètement différent. Et pour moi, je vais pas vous mentir, je suis pas consommatrice de livres audio. Hein. Je découvre un petit peu ça là, avec l'offre d'Audible. J'avais écouté déjà les podcasts évidemment de ces deux demoiselles. Là, j'ai écouté nos livres. C'est encore autre chose. C'est vrai que ça m'a fait très bizarre, moi, de redécouvrir des textes sur lesquels j'avais travaillé, que je connaissais. C'est vraiment encore autre chose. Et je trouve très intéressant ce que tu viens de dire sur le fait de... On nous raconte une histoire, en effet. Il y a à la fois une forme de passivité parce qu'il y a moins cette démarche de lecture, vraiment, de rentrer dans le texte, mais il y a aussi cet effort quand même d'attention et de concentration. C'est encore autre chose, je trouve, et en effet, cet intermédiaire entre le texte et l'image, c'est très fort, ouais. Je voulais juste ajouter une petite chose qui est peut-être c'est moins aussi normatif ou normé. Souvent on s'amuse créativement quand on dirige un petit peu, parce que quand c'est pas des comédiens, justement, même quand c'est des comédiens qui viennent et qui lisent un extrait, parfois ils viennent avec l'extrait qu'ils veulent, parfois pas, et parfois on propose plusieurs textes, et quand on propose des textes, on s'amuse avec Lou, donc ma collègue là-dedans, à imaginer qu'est-ce qui irait avec quoi. Et par exemple, on a pour la pharmacienne, donc un des textes
clé de la Musardine, on a trouvé la voix de quelqu'un qui n'est pas comédien, mais qui se désaille légèrement, qui a un énorme sourire dans la voix, et ça marche. Mais c'est vraiment... alors que, bon, en termes... Enfin, c'est pas cette voix rauque, grave, agréable de radio qu'on attend sur un texte érotique, mais avec cette écriture qui est drôle à la fois, qui est pleine de vie, ça marche et c'est très excitant. Et donc voilà, c'est pas forcément parce que c'est beau que ça va faire travailler l'imaginaire et l'excitation. Ça peut être aussi une concordance des choses qui laisse des marges de liberté. Et ça, je trouve ça très propre au format audio. Voilà, même par rapport au texte et par rapport à l'image, certainement. Donc quelque part, oui, comme tu dis, l'audio érotique apporte de la liberté chez les personnes qui vont lire les textes, les incarner, mais finalement aussi chez la personne qui écoute. Parce que finalement, elle a le champ aussi libre, elle se couche, elle met ses écouteurs et elle va où elle veut avec le texte aussi. Donc ça, c'est intéressant. Et Anne, tu parlais de l'impact aussi qu'a eu la prédominance des images érotiques pour le business, disons, des livres. Et je pense qu'autre chose qui a peut-être eu un impact, c'est 50 nuances de Grey. Voilà, je dis ça, je pose ça comme ça. Mais je me dis, avec le succès qu'a eu ce livre, qui du coup est considéré comme de la littérature érotique, mais tu nous diras si tu estimes aussi que dans ton travail au quotidien, ça rentre dans cette branche-là. Est-ce que toi, tu as vu des changements de comportement, de consommation? Est-ce qu'il y a peut-être plus de personnes qui viennent consommer de littérature érotique, plus de femmes, plus d'auteurs aussi qui proposent des textes? Alors en fait, bon, évidemment, c'est une question qu'on m'a souvent posée. Hein. Pour situer les choses, donc 50 nuances de Grey a annoncé donc une vague éditoriale et littéraire sans précédent. Hein. Depuis des années, ça faisait très très longtemps qu'il n'y avait pas eu un phénomène éditorial comme celui-ci dans le monde et en France. Donc évidemment, nous, on a vu arriver ça de manière passive, hein, parce que voilà, c'était le cas aux États-Unis, ça faisait déjà le buzz. Voilà, on a vu ça arriver en France aussi. Alors, ce qu'on qualifie de romance érotique, donc dans la lignée de 50 nuances de Grey, donc c'est vraiment, il y a eu énormément de livres, hein, notamment publiés chez Hugo et compagnie, par exemple, dans cette lignée. Personnellement, je considère que ce n'est pas de la littérature érotique au sens où nous, à la Musardine, on en édite. C'est-à-dire que ce sont des ouvrages qui parlent de relations, d'amour, de couple, avec des scènes de sexe. Mais, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, selon moi, le sexe et la sexualité ne sont pas centraux dans ces livres. Ce qui est pour nous notre critère, encore une fois, avec 50 000 façons de le traiter différentes. Donc voilà, alors maintenant il y a une espèce de porosité qui est apparue et qui n'est pas non plus finalement à notre avantage puisque donc ces ouvrages sont qualifiés de littérature érotique. Or, je pense qu'on n'est pas du tout sur les mêmes lectorats, sur les mêmes types de livres. Bon déjà, c'est quand même une grosse majorité de la production en provenance des États-Unis, qui sont de la traduction, dont nous par exemple on publie que des auteurs français. Enfin, sur tout un tas de choses, pour moi ça n'est pas la même chose. Donc finalement pour nous, ça n'a pas changé grand-chose en dehors du fait que ces ouvrages ont pris beaucoup de place dans les rayonnages de librairies où on était au préalable. Donc ça nous a plutôt fait de l'ombre qu'autre chose. Et de la même façon, je ne pense pas que ça nous ait amené un nouveau lectorat parce que ce lectorat, je pense, n'est pas du tout intéressé par ce que l'on fait nous. Et réciproquement. Nous-mêmes, on n'a pas publié ce genre de choses parce que notre lectorat ne s'attend pas à ça. Donc voilà, ça existe et c'est très bien. Mais pour moi, ce sont vraiment deux choses différentes. Et d'ailleurs, l'étude Audible qui passait là tout à l'heure, mais qui n'y est plus, disait qu'il y avait 13% de lecteurs de littérature érotique contre 6% de femmes. Et du coup, étant donné que 50 nuances de Grey était présenté comme le buzz de la littérature érotique, toutes les femmes y vont, elles adorent, de tout âge quasiment, j'avais le préjugé que du coup les femmes étaient plus lectrices que les hommes de littérature érotique. Comme maintenant tu nous dis que ce n'est pas vraiment de la littérature érotique, finalement les 13% d'hommes m'étonnent moins et tu confirmes que ce sont surtout des hommes... Alors historiquement oui, hein, faut pas non plus... faut dire les choses telles qu'elles sont. Historiquement, le lectorat de base de littérature érotique est plutôt masculin. Au sein de notre librairie, par exemple, dont je vous parlais, rue du Chemin Vert, on a quand même une base de clientèle fidèle qui est masculine. Hein. Je ne vais pas vous dire le contraire. Néanmoins, tout ça est quand même aussi en train de changer, puisque la littérature
érotique, donc, dont moi je parle et qu'on édite, s'est aussi transformé, a évolué. Malgré tout, il y a de plus en plus d'auteurs femmes. Alors, comme je vous disais, avec peut-être certaines différences. En tout cas, le lectorat féminin, c'est sûr, est grandissant, mais aussi tout simplement avec l'évolution des mœurs, parce que les femmes sont plus à l'aise avec ces sujets. Et ce qui n'était pas forcément le cas avant. Il y avait vraiment encore enfin voilà, la littérature érotique était quand même, et encore dans un certain sens, très ghettoisée, très honteuse, très voilà. Ça existe beaucoup. Donc, clientèle majoritairement masculine, mais avec de très grosses évolutions ces dernières années. Et sur l'audio érotique, est-ce qu'on voit aussi des tendances plutôt masculines, féminines ou 50-50 ? Alors, nous, pour revenir peut-être juste sur... c'est vrai que quand je piquais certains livres de ma maman, plus jeune, elle me disait « Ouh là là, tu sais, c'était des romances comme ça, c'était du Daniel Steele, c'était des harlequins parfois. » Elle lisait aussi des choses très sérieuses, hein, mais de temps en temps... Et c'est vrai, quand j'avais 11-12 ans, je lui piquais ses livres et il y avait des scènes sacrément salées et beaucoup plus salées, ou autant salées. Enfin, ça a toujours été partie prenante de la romance un peu classique faite pour les femmes, qui est des scènes de sexe en fait. Et je trouvais pas que 50 Shades, à part lancer une mode et quelque chose de démocratisé, je sais pas si le mot c'est démocratisé, mais enfin lancer une mode ou lancer un... Je trouvais pas ça tellement différent des Barbara Cartland ou des Daniel Steele de ma maman en fait. C'était juste que ça venait de l'étranger et que... il y avait les SAS pour les mecs et j'imagine les Daniel Steele et les Barbara Cartland où il y avait rituellement 3-4 scènes de sexe bien corsées et la jeune vierge, etc. Enfin, c'est vraiment assez classique en fait, enfin, il me semble. Je parle sous contrôle, mais donc rien de... et puis pour l'audio, nous au début avec Lou, on s'est dit on a envie de lancer quelque chose parce qu'on adore la littérature érotique, parce que je pense que Lou, encore plus que moi, était très sensible à la voix, à tout ce qui est aussi petits sons, petits bruits. C'est des choses qui pouvaient vraiment faire parler son imaginaire. Et on s'est dit qu'on allait essayer de mélanger notre goût pour les textes et ça. Et on s'est dit, mais on va parler plutôt à des femmes, à notre avis, plutôt à des nanas trentenaires qui ont envie de découvrir de nouvelles choses sur elles-mêmes, leurs désirs, leurs plaisirs. Peut-être aussi des femmes plus âgées, mais pas forcément des femmes très jeunes, parce que il faut avoir envie. Et puis tout d'un coup, quand on a lancé l'idée du verrou, ça fait un peu plus d'1 an, quoi. Non, 2 ans maintenant. On a tout le monde, nos potes hommes gays comme des fous, genre oui, nous non plus on veut pas le visuel. Cette scène là dans Brokeback Mountain, vous voulez pas la... Et puis votre soirée du verrou, il faut faire la même en version gay, hein, parce que c'est pas possible. Genre oui, ok, on a choisi des textes trop hétéros parce que nous deux on était plutôt portés vers ce genre de littérature, mais tout à fait. Et alors nos mecs et les mecs en général, nos potes, etc. à fond, mais à fond, genre enfin quelque chose qui n'existait pas, quelque chose qu'on n'avait pas tellement, alors qui existe de plus en plus, quelque chose qui passe pas par l'image, qui nous impose pas des images, quelque chose qui soit pas toujours avec les mêmes clichés. Et vraiment une grande... Et puis alors pour ce qui est de l'âge, j'ai eu l'occasion de rencontrer notre grand fan suisse qui a genre 25 ans, étudiant en littérature. Il m'a dit, mais vous vous rendez pas compte ce que vous représentez? J'ai cherché ça tellement longtemps. Ok. Et donc, c'est des cas par cas, mais c'est vrai qu'il y a vraiment... Et même pour les lecteurs, enfin on a autant de lecteurs hommes que femmes, avec vraiment quelque chose de... Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de genre. Je crois que j'ai oublié de parler des femmes qui aiment les femmes, pareil. Et après tous les autres. D'accord. Donc il n'y a pas de catégorie particulière et ça fonctionne assez bien pour tout le monde. Stéphanie, tu constates ? Pour faire une réponse chiffrée, on est à 60% sur notre site de lectrices, d'auditrices, mais en sachant que y a on a une presse essentiellement féminine, donc on passe par ce biais-là, et donc il y a un petit biais. En revanche, quand on regarde les chiffres Deezer, là c'est l'inverse. Donc vraiment, on peut dire on est dans du 50-50. Alors de la même manière, comme toi, Betty, les retours que nous on a après autour de nous sur l'initiative à proprement parler, sur le site lui-même ou les réalisations. Nous, donc encore une fois, on fait de la littérature, donc on fait aussi bien de la littérature gay que. Enfin, c'est pas notre propos de faire du gay ou de l'hétéro, tout ça. On fait de la littérature, on fait des choses qui nous plaisent, et donc les retours sont... moi, là où j'étais... je me fais un peu l'écho de ce que tu viens de dire. Là où j'étais très surprise, c'est sur l'enthousiasme que génère
ce genre d'initiative. C'est-à-dire que je ne sais pas d'où ça sort, je ne sais pas l'expliquer, mais quand on a lancé Contrôle X, et bon, encore maintenant, régulièrement, on a des propositions, des gens qui nous amènent des idées, qui nous amènent du visuel pour le site. Enfin, c'est vraiment, les gens sont contents, et nous aussi, voilà. Bah, sur ce que tu dis, sur l'enthousiasme et ce que vous dites en général, là, je reconnais aussi, parce qu'effectivement, sur Déculotté, c'est pareil. C'est-à-dire que c'était un site qui, à l'origine, je voulais l'adresser aux femmes exclusivement. Et en fait, très rapidement, il y a surtout eu, pas surtout d'ailleurs, 50-50 de lecteurs hommes, et avec beaucoup d'enthousiasme, de réponses positives. Et donc, je me dis avec ça que quelque part, peut-être qu'il y a un préjugé qui vogue dans les airs, de dire que peut-être les femmes ont plus besoin de subtilité ou autre comme ça dans la sexualité, et qu'en fait finalement on finit par se retrouver tous, hommes, femmes, hétéros ou autres, là-dedans, parce que peut-être aussi dans notre société actuelle, on est peut-être dans un effet de saturation des images, hein. On en a partout, et peut-être que là l'audio ramène tout le monde à quelque chose de plus intimiste aussi, de plus sensoriel également. Et ça m'amène d'ailleurs à mon autre question, qui est est-ce que finalement cet audio-là nous ramène pas à l'essence même aussi de la sexualité quelque part? C'est-à-dire que finalement l'acte sexuel, on a tendance à le penser en termes d'image, on va penser en termes de toucher également, mais finalement le son est important, c'est-à-dire que les murmures, même les mots, quand votre amant, amante, chérie, ce qu'on veut, va dire ne serait-ce que je t'aime, c'est quelque chose. La voix a une importance. Quand on est séduit par quelqu'un, la voix aussi joue beaucoup, il n'y a pas que le physique. Est-ce que finalement, le travail que vous faites là, quand vous choisissez notamment les voix, est-ce que vous réfléchissez aussi à ça? Quels sont les types de voix qui on va dire, dans la généralité, vont plaire, type de voix féminine, type de voix masculine? Est-ce qu'il y a des terminologies auxquelles vous pensez précisément? Vous vous dites ça va marcher parce que tout le monde est touché par ça? Alors, on réfléchit, à Contrôle X, on réfléchit beaucoup autour du texte, des textes qu'on veut mettre en son. Il faut qu'il y ait la première adéquation qu'il doit y avoir, c'est entre la personne qui va dire le texte, on fait appel essentiellement à des comédiens professionnels, la personne qui va dire le texte, et le texte lui-même. C'est-à-dire, ça, on en a parlé tout à l'heure, c'est quelque chose de vraiment important. Les textes sont fournis en amont, on les lit ensemble, et il faut qu'il y ait un choix de la part et du comédien et du metteur en son ensemble pour qu'on puisse enregistrer le texte, pour pas qu'il y ait de gêne, juste qu'il n'y ait pas de gêne. C'est déjà arrivé qu'on se retrouve avec un texte et un metteur en son qui me dit non, ça franchement je le sens pas. Et bien entendu, alors on est très très prudent là-dessus, parce que on a envie de gêner personne, c'est pas le propos, hein. Après, là, tu as dit quelque chose, moi, qui me paraît important, c'est le fait de dire des mots et de dire, faire de la littérature explicite en audio, c'est quand même des histoires d'amour, quelque part. Il y a une notion d'amour, quand même, quelque part. Il y a une notion de partage, en tout cas. Si c'est pas des sentiments, c'est des corps. D'accord ? Donc, effectivement, via la sensualité de la voix, on va sur cette thématique-là. Ce qui me vient. Et surtout que la personne qui est dans la voix, je veux dire, qui lit le texte, potentiellement en parlant, va peut-être dire un tu, et finalement, il va nous être adressé aussi beaucoup plus que dans un texte qu'on lit, parce qu'on sait que le tu est adressé au personnage tel. Du coup, on ne le ressent pas. Alors que là, même si tu le sais, c'est une question que je pose vraiment, est-ce qu'on ressent finalement ce tu qui nous a adressé, et ça crée un autre sentiment avec le texte? Oui, on a vraiment toute une réflexion sur ce qu'on appelle les grains de voix, déjà. Bon, ça, on en a parlé. Mais c'est vrai qu'on a très à cœur de penser quelque chose qui s'écoute au casque, qui s'écoute comme quelque chose, une bulle qu'on crée autour de soi. Après, acte amoureux, comme si quelqu'un pour se faire du bien à soi. Il y a quelque chose comme ça. Il n'y a pas forcément une altérité à chaque fois. La masturbation seule, c'est très bien aussi. Mais il y a quelque chose comme ça de vraiment d'un cocon, de créer un casque, de créer un univers sonore autour de soi.
Et il faut que ce soit de très grande qualité. Mais, parce que sinon, si le son n'est pas de bonne qualité, si les silences, parce qu'on a beaucoup parlé de la voix, mais les silences, les respirations, dans le sexe c'est très important les silences, les respirations. Peut-être là où on s'arrête de penser et parler à un rythme très, très rapide, il y a des bruits, des soupirs, des choses remplacent aussi, à part les mots d'amour. Ces choses-là, il faut essayer de les rendre. Et probablement, la personne qui lit va un peu puiser dans son expérience, va revivre des choses, quoi. Il y a plusieurs couches qui se superposent. Est-ce qu'il y a un travail aussi sur l'environnement au-delà du texte ? C'est-à-dire les bruits de, je sais pas, de couettes ou la fenêtre qui s'ouvre Il peut y avoir vraiment un travail de bruit comme ça. Il y a surtout les bruits ennemis. Les bruits de bouche, les pages qui tournent, tout d'un coup on entend trop parce que nous on enregistre notre ingé son, mais les pièces sont un peu loin, mais on éclate de rire, on essaie de ne pas se faire entendre parce que ça déconcentre, mais on éclate de rire et ça s'entend. La personne qui vient enregistrer après sonne. Toutes ces choses-là, il faut aussi créer un cocon dans l'enregistrement. Et je crois qu'une fois qu'on a donné, et aussi parce qu'on est au casque nous aussi, et on dirige les comédiens qui lisent, ou les gens qui viennent lire. Parfois on ne connaît pas, juste ils nous écrivent, ils nous envoient un texte, ils nous disent on a envie de venir lire. Et on les entend. Et quand est-ce qu'on les arrête sur leur lancée ? Quand est-ce qu'on leur dit attention ? Alors on donne quelques indications au début, mais voilà, est-ce qu'il y a un flux, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui avance aussi dans une scène d'érotisme. Est-ce qu'on les arrête pour leur dire recommence comme ci, recommence comme ça, leur suggérer voilà, et toutes ces choses-là, il faut écrire une espèce de cocon où il y a quelque chose qui se passe et qui est plein d'imaginaire et plein d'excitation. Très bien. Et j'ai une dernière question en fait là, c'est donc vous travaillez dans ce domaine de l'écriture érotique, qu'elle soit audio ou papier. Et pour vous, quelle est la visée finalement de ce travail ? Qu'est-ce que vous pensez ? Eh oui, je mets des cols comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de l'intérêt que ça a aussi pour les gens ? Qu'est-ce que vous espérez que ça peut leur apporter aussi ? C'est plutôt ça, votre rêve à vous en travaillant là-dedans, c'est que ça apporte quelle retombée positive, j'ai envie de dire, auprès des personnes, sur elles-mêmes, sur leur sexualité aussi ? Vous pouvez me dire merci. Je savais que je pourrais compter sur toi. Alors, c'est une... Pourquoi tu crées Contrôlix ? Je vais répondre à cette question. Mais en répondant à cette question, je ne répondrai pas à ta première question. C'est-à-dire que nous, Contrôlix, quand on écrit un bouquin, si j'écris un roman, je ne me pose pas la question de savoir ce que je vais provoquer comme bien-être ou... là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on fait... après, on peut se poser des questions sur nos positionnements par rapport à la fiction explicite, etc. Mais en tout cas, nous, quand on crée... et le corps de Contrôlix, je pense, me contredira pas. On crée des sons Contrôlix. On le fait avec une vision commune, artistique, en discutant et en arrivant quelque part. On rigole beaucoup aussi. Je crois que c'est quelque chose de commun. On rigole aussi beaucoup. Et j'ai absolument aucune idée, sauf retour, mais j'ai absolument aucune idée préalable, quand je mets un son en ligne, de ce que ça peut générer chez quelqu'un qui va écouter le son. Vraiment. Et c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que c'est en fait, c'est très loin de moi, en fait. C'est très, très loin de moi. C'est drôle. Alors, c'est la première fois où peut-être on dit pas... mais nous, c'était vraiment une première préoccupation, en fait. Alors, c'est pas mon métier... contrairement à... Voilà, c'est pas mon métier principal. Je fais plein d'autres choses dans la vie et c'est très important pour moi, pour l'instant, que le verrou reste un violon dingue, un truc de plaisir, un truc de rire, quelque chose qui se fait dans la joie, dans le plaisir et dans le partage. Voilà, c'est un peu... Pour l'instant, c'est comme ça. Mais c'est vraiment né d'une urgence. En fait, on avait l'idée depuis longtemps avec Lou. Et c'est vraiment le 13 novembre, voilà, désolée, mais le 14, on s'est appelés toutes les deux. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? On se retrouve, on se voit, voilà. Et je sais pas, on était, comme beaucoup de gens, vraiment pas bien. Et j'ai attrapé un texte, en plus pas forcément un texte qui m'aurait
tellement parlé de prime abord, qui était Opus Pistorum, d'Henry Miller, aux lectures amoureuses de la Musardine. Et je crois que j'ai lu un long extrait, ça devait faire une 10-12 minutes, et on s'est senti tellement mieux. Et on s'est dit, c'est des choses qui nous semblaient acquises, des choses qu'on a faites, que toute notre vingtaine, jeune femme, des angoisses, le corps, la peur, le vieillissement. Est-ce qu'on est jolie, est-ce qu'on n'est pas jolie, est-ce qu'on plaît pas, c'est quoi notre plaisir, qu'est-ce que ça veut dire jouir, qu'est-ce que ça veut dire être avec des choses simples. Les textes nous ont beaucoup apporté. Et après cette expérience-là de s'être lu un texte l'une l'autre, et ça nous a fait du bien, comme si ça nous rappelait une liberté évidente. Vraiment cette idée de liberté, de liberté pas au sens politique, mais au sens passant par l'intime, qui peut être très politique, au sens des choses qui nous semblaient juste normales dans la vie quotidienne, mais ouvrir des voies, ouvrir des passages et être plusieurs pour en parler, ça nous semblait très important. Et je dois dire qu'on a été suivis là-dedans par tout un groupe de gens. Les personnes dont je vous parle qui viennent lire, on rit beaucoup, c'est très joyeux, c'est très agréable, il y a une bouteille de vin, il y a des petits gâteaux, il y a des fruits, c'est aussi sain équilibré, tout va bien. Mais il y a toujours énormément de respect, énormément d'amour, de cette liberté-là, ce côté très agréable, un peu créatif. Et puis là, heureusement, le climat est un tout petit peu moins lourd, mais dans les premiers temps, on avait l'impression d'être dans une espèce de contrebande, ce qui est absurde, c'était un fantasme de nous-mêmes vis-à-vis de nous-mêmes, mais il y avait quelque chose, et on était là en train de se dire, les années 70, Angélique Marquis, Barbara, voilà, ce truc où on se refaisait une histoire de passant par l'intime, il y a des choses qui se disent, des choses qui travaillent à la liberté, des choses qui travaillent à l'imaginaire. Et ça, pour nous, c'est vraiment au cœur du projet Le Verrou, je crois. D'accord. Et Betty parlait de la volonté d'ouvrir des voies grâce à l'érotisme. Est-ce que c'est un des objectifs de la Musardine aussi, en éditant des livres érotiques pour tout le monde ? Alors, ouvrir des voix, je ne sais pas, je dirais pas ça comme ça. En tout cas, laisser entendre des voix, ça par contre, oui. Donc moi, évidemment, ma position est très différente de la vôtre, puisque moi, c'est mon métier. Voilà. Ça fait faire 17 ans que je travaille là-bas, donc on peut dire quand même que j'y suis investie. Néanmoins, c'est aussi une façon de gagner ma vie. Donc voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Mais ce qui est important, c'est quand même, en effet, la liberté que ça représente, de donner à entendre des voix vraiment différentes. Et c'est beaucoup de plaisir dans tous les sens du terme. Je pense que c'est donner du plaisir, voilà, vraiment, à travers le texte. Je n'ai pas l'impression non plus d'être dans un acte militant ou politique pour l'instant, en continuant d'éditer ce genre de livre. J'espère que ça va durer longtemps. Néanmoins, oui, si, quand même, je retrouve... Enfin, voilà, c'est quand même très joyeux, quoi, tout ça. Alors, beaucoup de gens, quand je dis où je travaille, ah là là, vous devez bien vous amuser. On passe pas nos journées à rigoler, à boire du vin. Nous, malheureusement, on travaille quand même. Toutefois, les auteurs, notamment, qui écrivent ce genre de livres... Voilà, on reste une petite maison d'édition, c'est des gens qui ne vivent pas de leur plume. Clairement, ils écrivent ce genre de texte pour se faire plaisir et pour faire plaisir aux autres. Et ça se ressent énormément dans nos relations de travail, dans nos relations... voilà, c'est quand même très joyeux, c'est un beau domaine, oui. C'est un beau domaine qui peut faire peur, mais qui est beaucoup plus simple, comme l'est ce sujet, je pense, devrait l'être dans la vie de tout le monde. Mais en tout cas, en écoutant tout ça, ce que je me dis, c'est que effectivement, mêler en fait l'écrit et l'audio, comme vous êtes en train de faire et comme tu es en train de découvrir, je pense que ça va apporter beaucoup de richesse en fait aussi sur l'expérience érotique envers soi, finalement, parce qu'on associe beaucoup aussi l'érotisme à l'autre, à la rencontre, au couple, etc. Mais c'est aussi important d'être à l'aise avec soi, avec ses fantasmes. Et je pense que l'audio érotique peut contribuer aussi à aider des personnes à assumer plus des fantasmes ou autres, notamment du fait que vous le pensez en termes d'écoute personnelle avec des écouteurs où tu te crées ta bulle. Tu peux être, comme tu disais, dans le métro, au boulot si ça te fait plaisir, chez toi, n'importe où, en soirée. Avoir ça, ce moment de détente qui dure 5, 10, 30 minutes, je ne sais pas combien de temps durent généralement les audios, mais en fait tu vas te créer ce monde-là et te laisser emporter par
une voix qui va peut-être aussi t'offrir quelque chose de plus charnel que ne feraient des images ou juste le texte que tu vas lire. Donc je pense que de ce point de vue-là, c'est très intéressant et que c'est aussi bien pour les hommes que les femmes et tout le monde. Et donc je pense que c'est assez positif. En tout cas, moi, je suis assez convaincue. Je ne sais pas pour vous, mais j'espère aussi que vous l'êtes. Et voilà. Est-ce que des personnes ont des questions ? Oui ? Merci beaucoup. J'avais une question pour Betty du Verrou. Vous avez dit qu'au commencement, en tout cas, ce projet était né après le 13 novembre, donc il y a un côté hyper politique finalement là-dedans, de se dire que par des textes érotiques, on pouvait combattre notre peur du terrorisme, ce qui n'est pas rien. Aujourd'hui, 2 ans après, est-ce qu'il y a d'autres combats pour vous ? Non, je ne suis pas allée jusque-là. J'ai dit que c'était comme ça qu'on l'avait ressenti, nous, à ce moment-là. Comme si des choses qu'on pensait vraiment faire partie de notre quotidien et acquises risquaient de disparaître. Et je pense qu'on était nombreux à l'être. Voilà. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé tellement, en fait. Peut-être on ne se rendait pas compte que... c'est un peu absurde, mais à chaque fois que je vais voter, je me dis, il n'y a pas beaucoup de femmes dans le monde, dans l'histoire, qui ont eu l'occasion. Et un peu pareil, on se disait, on peut lire de la littérature érotique, on peut se retrouver à la Musardine où on peut enregistrer des... Et en fait, c'est juste cette espèce de grand choc, et c'était notre façon de le gérer de manière intime. On s'est dit, mais en fait, c'est pas si sûr que ça. Et en fait, qu'il y ait une petite sphère comme ça, où des gens à qui s'appeler, des gens qui ont envie d'échanger. Mais souvent, quand on est autour de notre vin rouge, etc., après, on aborde d'autres questions, qui sont des questions de politique culturelle, qui sont des questions d'engagement, qui sont des questions de faire un documentaire, qui sont des... On parle pas que de cul, quoi. Mais cela dit, j'ai l'impression que parler de sexualité comme ça, librement comme ça ouvre la porte à des dialogues assez riches. Et je crois fortement que plus la sphère publique est riche avec des dialogues assez riches, même si ça sert souvent à rien, plus ça veut dire qu'on est quand même dans une bonne santé personnelle, mais politique aussi. Voilà, mais je ne me suis pas dit qu'on allait révolutionner le monde en enregistrant un texte par semaine d'érotisme du Verrou. Pas du tout. Voilà. Historiquement, quand même, beaucoup de choses ont été écrites à destination des hommes. Je veux dire, même Anaïs Nin a écrit des commandes pour les hommes, quoi. Et ma question, qui est plutôt pour vous, Anne, c'est est-ce que enfin vous voyez une littérature un peu autre émerger ? Alors, je ne suis pas sûre que ça passe que par les auteurs féminines, mais voilà, ça... Aidez-moi. Avec grand plaisir. C'est compliqué pour moi de vous aider parce que j'ai parlé tout à l'heure de la littérature érotique écrite, la différence entre la littérature érotique écrite par des hommes ou par des femmes, je pense. Cette notion de genre... Alors, c'est encore pire pour moi, par contre, de définir de la littérature érotique qui s'adresse à des hommes ou des femmes. Là, pour le coup, autant dans l'autre sens, j'arrive à le percevoir, dans ce sens-là, non. Parce que je trouve que voilà, c'est trop compliqué. Après, je ne sais pas ce que vous avez lu. Quand vous parlez des classiques, moi, je pense qu'il y a, c'est pareil, il y a une telle diversité malgré tout. Ce qui est sûr, c'est qu'en effet, il y avait un lectorat masculin et des auteurs masculins majoritairement à l'origine, qu'il y a, y compris dans ce qu'on publie nous, en effet, ce genre de choses peut-être qui pour vous semblent des clichés ou autres, qui sont en tout cas des poncifs, pour le dire un peu moins négativement, de la littérature érotique. Mais les choses évoluent. Voilà, je parlais de cette collection qu'on a lancée l'an dernier, Point G, avec des textes écrits par des femmes. Pour l'instant, dans cette collection, on n'a édité que des premiers romans. Qui, voilà, donc vraiment des auteurs novices pour le coup. Et moi, je trouve des choses très intéressantes. Maintenant, c'est... Donc oui, j'ai envie de vous dire, nous, on est très attentifs à ça, évidemment, qu'on a envie de faire entendre de nouvelles voix, que les choses évoluent. Et en même temps, j'estime qu'il y a déjà quand même une richesse qui devrait quand même pouvoir... D'autres questions ? Non ? Eh bien, merci. Merci à tous pour votre attention.